allons écouter une plante qui chante. C'est une plante qu'on appelle Coleus, de la famille des Laminacées. Vous voyez que elle a les capteurs en fait. et donc il y a deux électrodes, une qui est dans la terre, qui touche les racines de la plante, et un autre capteur ici sur une de ses feuilles. Et ces capteurs mesurent une différence de potentiel électrique entre les deux et transcrit cette différence en son. Et la plante, eh bien, elle chante. Je vais juste vous faire encore une petite anecdote. Ça, c'est la plante de Mattei. Donc, il l'a bichonnée, il l'a préparée comme un cheval de course pour ce soir. Donc, vous voyez comme elle va bien. Et puis, je peux vous dire qu'ici, il y a une ambiance qui est très bienveillante parce qu'elle chante. Mais je vais vous donner la petite anecdote. C'est que moi, j'avais ma fameuse plante que j'ai mise sous électrode aussi, comme cela, il y a un certain nombre d'années. Et puis, je venais juste d'acheter le petit matériel, et c'était, je me rappellerai toute ma vie, un lundi matin, donc je l'avais acheté le week-end, je la connecte, et puis je travaillais en musique avec ma plante. Et mon fils se lève, et mon fils, il n'est pas comme sa mère à essayer de comprendre ce que c'est que le vivant, il est quand même il était dans sa période très ado, et il rentre avec son bol de céréales, il pose, puis il fait maman et ses plantes, n'importe quoi. Mais il n'a pas été sympa du tout. Eh bien, vous n'allez pas y croire, elle s'est arrêtée dans l'instant. Plus un son. Et je dis, tu vois, tu l'as vexé. Et alors, là, évidemment, il m'a complètement fadin et tout. Bon. Il mange ses céréales, moi, je continue à travailler en silence, et il part. Il claque la porte, il part. 5 minutes après, c'est reparti. Donc vous avez vraiment l'expérience aussi de Baxter qui dit bien l'intention. Et pourquoi ce n'est pas répétable toutes ces expériences? Parce qu'en fonction de l'intention de la personne, ça marchait ou ça ne marchait pas. Là on a eu l'expérience parfaite avec mon fils. Donc là, je peux vous le dire, eh bien, il y a une belle ambiance bienveillante parce qu'elle chante. Merci Béné pour toutes ces anecdotes qui sont toujours très touchantes parce que ça met en vérité ou en réalité ce que Clive Baxter a découvert. Et donc, puisque tu as le micro, Bénédicte, j'en profite pour te poser une question. Les plantes peuvent-elles capter nos pensées? Je crois que tu as déjà montré que oui. Et si oui, comment? Est-ce que l'on peut l'expliquer? Déjà. Oh là là, je ne dis pas la question parce qu'en fait, c'est même pas encore véritablement. Il n'y a pas de sciences qui ont pu l'expliquer. Qu'elle capte nos pensées, c'est clair, c'est qu'on le voit très très bien, puisque quand Clive a voulu brûler la plante, c'est sa pensée qui fait qu'elle a réagi. C'est pas quand il l'a fait. Donc elle capte tout à fait nos pensées. Ça, c'est certain. Après, comment? Ben ça, c'est pas encore. Peut-être que vous aurez d'autres idées. Il y a les champs morphogénétiques aussi qui ont été un petit peu étudiés par Rupert Sheldrake, qui lui aussi travaille sur ces questions-là. Mais comment? J'ai pas la réponse à ce jour. C'est mystérieux encore. Alors en fait, on pourrait avoir des idées comment ça se passe. C'est clair, en réduisant le phénomène à sa dimension électrique, électromagnétique.
parce que ça on connaît bien. Alors si on met des électrodes sur une plante, il y a donc des courants électriques et puis on peut rendre ces courants audibles en une application qui change simplement ces courants électriques qui pulsent en quelque chose d'audible, des sons qui sont plus ou moins hauts. C'est simplement un travail sur ces données. L'arbre avec lequel je me suis connecté avant, c'est un arbre qui pousse devant chez moi. Il y a 2 grands épicéas et un hêtre, puis ce grand épicéa sur la gauche, près du compost. Je lui avais mis il y a quelques années des électrodes. Il faut les traiter, il faut les tremper dans de l'or, il faut les dorer pour qu'il n'y ait pas de corrosion, parce que la résine de l'arbre, etc. 2 électrodes à 1 mètre de distance l'une de l'autre. Et là, je mesurais régulièrement les courants électriques. Mon intuition me disait ces courants électriques, ils ne sont pas constants entre le jour et la nuit, d'une saison à l'autre. Et comme je travaille sur le sujet depuis longtemps, est-ce que la Lune joue un rôle? Et là, j'ai eu l'impression qu'en allant au travail le matin et en rentrant le soir, je faisais ma mesure. Et je me rendais compte qu'il y avait quand même des variations qui semblaient être des variations lunaires aussi. Et à ce moment-là arrive un jeune étudiant de l'université d'Innsbruck, c'était un Italien du Haut Adige, du Trentino, étudiant à Innsbruck, mais il était en fait un professionnel du domaine de l'électricité, un électrotechnicien professionnel qui faisait encore un complément de formation et qui faisait sa thèse à l'université. Donc il était à la fois académicien universitaire et professionnel du domaine de l'électricité. Et ces gens-là ont un savoir-faire professionnel extrêmement intéressant que les universitaires ne possèdent pas. Analyser des feux électriques, vous imaginez les écrans, traiter ça avec des méthodes mathématiques pour reconnaître certains rythmes, etc. Et je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à trouver là. Il venait vers moi en me disant, j'aimerais étudier les arbres du point de vue de la Lune. Il n'avait aucune idée, il laissait simplement se conseiller. Et je lui ai dit, puisque vous êtes de ce domaine-là, je vous propose d'avoir plusieurs arbres que vous contrôlez régulièrement. Et vous allez faire une thèse là-dessus, sur les fluctuations électriques, bioélectriques des arbres, en fonction des facteurs externes. C'est encore ouvert ce qu'il y aura comme résultat. Eh bien, on a pu montrer pour la première fois au monde que les arbres pulsent bioélectriquement en fonction des cycles lunaires. C'était énorme. Avant, on avait montré d'autres pulsations dimensionnelles, mais maintenant, c'est une pulsation électrique. Donc ça, c'est une chose intéressante, c'est que les arbres, bien sûr, ils interfèrent avec nous. Lorsqu'on a des pensées, les plantes et les arbres ressentent ça. On peut le visualiser qu'il se passe quelque chose, mais sans cette musique, il se passe la même chose, bien sûr. Et avec les arbres aussi. Et là, on réalise que lorsqu'on laisse les arbres tranquilles sans interférer avec eux, ou bien en les pensant ou en les observant un peu à distance, avec tout le respect, on les laisse communiquer avec autre chose. Et qu'est-ce que cette autre chose? Quels sont ces autres univers avec lesquels communiquent les arbres? Eh bien, c'est ce cosmos qu'on voit pulser dans l'électricité des arbres. On pourrait mettre une musique sur cet épicéa que j'ai devant chez moi, bien de cet étudiant Kurt Holzknecht. Un magnifique nom, Holzknecht, c'est le serviteur des arbres, du bois. Eh bien, il a montré pour la première fois au monde qu'il y a des rythmes lunaires dans les courants bioélectriques des arbres. Et si on mettait une musique là-dessus, on aurait une musique lunaire qui se développerait. Mais il faudrait écouter très très lentement cette musique. Voilà, je viens maintenant à l'hypothèse qu'on peut faire simplement sur cette base, mais en sachant que c'est beaucoup plus subtil. Un être ici qui a des courants bioélectriques avec un flux d'eau qui monte dans la couronne, ça signifie qu'il y a un champ électromagnétique. Comme chaque être vivant, chaque cellule a un champ électromagnétique, a des courants électriques. On met des électrodes sur le cerveau, sur le cœur, pour faire des électroencéphalogrammes, électrocardiogrammes. Le cœur a un champ électromagnétique, tout ça c'est connu. Eh bien, lorsque vous avez un champ électromagnétique pulsant ici et un champ électromagnétique pulsant là, 2 arbres voisins,
il se passe des choses, des possibilités intéressantes. Les chercheurs américains des années 20 du siècle passé avaient utilisé des arbres aux États-Unis pour capter des émissions radio européennes. Arbres, antennes de réception. Et ils ont ensuite employé ces arbres comme antennes d'émission. Donc, on emploie des arbres pour écouter des émissions radio européennes aux États-Unis, mais on peut finir le raisonnement. Mais ces arbres, ils font de la communication radio, santé des chercheurs avec des émetteurs radio, ils font de la communication radio entre eux, spontanément. Le monde entier, par espèce probablement, ils sont éventuellement en phase, ils sont en forme de communication électromagnétique, mais c'est en étant très très modeste, probablement beaucoup plus encore. Voilà les hypothèses que ça ouvre. Et là, on commence à avoir des outils pour tester ça. Il faut savoir que toutes les inventions humaines sont des choses qui fonctionnent parce qu'elles fonctionnent dans la nature. Et lorsqu'on emploie des iPhones ou des téléphones, des radios, etc., ça fonctionne, c'est parce que la nature fonctionne comme ça. Donc on a probablement des trésors à découvrir de ce genre-là. Absolument. Merci Ernst. Peut-être juste une petite remarque, si tu veux. Suite à cette magnifique information. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on voit que grâce à l'intelligence humaine, on a pu développer des techniques qui nous permettent d'écouter. Bon, je trouve ça très très bien. Mais pour l'essentiel, c'est souvent ces techniques qui nous empêchent d'entendre ou de comprendre ces choses. Et d'où la référence au peuple aborigène, qui n'était pas encombré par des techniques, par une rationalité excessive, et qui était simplement à l'écoute de tout leur être, de la nature. Et quand Ernst nous parle des cycles de la Lune, pour eux, c'était évident, c'était une intuition évidente, il n'y a pas eu besoin de calculer plein de choses. Alors quand on les calcule puis qu'on voit que c'était juste cette grande satisfaction, moi comme scientifique aussi, je suis content de voir que ça correspond. Et n'oublions pas que l'essentiel de notre connaissance, de notre participation à la vie, vient de nous-mêmes, de notre totalité, et la technique, utilisons-la, mais comme une aide, ne nous laissons pas dominer par cette technique. Petite réflexion. Merci Philippe. Tu peux garder le micro. Tu peux garder le micro, Philippe, parce que j'ai une question pour toi. Une question qui m'est venue en lisant ton livre Nature mystique. Tu cites le philosophe américain David Abraham quand il écrit « Nous ne sommes humains que dans le contact et la convivialité avec ce qui est non humain ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, à ton avis? Et pourquoi cela est-il vrai? Alors, on peut faire un long raisonnement, mais c'est une phrase essentielle qui m'émeut profondément. Parce que David Abraham a développé cette compréhension des mécanismes qui nous ont séparés de la nature. Vous connaissez cette idée que nous faisons partie de la nature, ce qui est juste, mais n'oublions pas qu'à partir surtout du XVIIe siècle, Descartes, puis le développement des sciences, des techniques, nous nous sommes peu à peu séparés de cette nature que nous avons considérée comme un objet, comme quelque chose qu'on peut utiliser, et d'ailleurs jusqu'au point de la détruire. Alors Abraham, il a fait cette découverte, à mon avis, que le rapport entre l'humain et la nature a profondément changé dès le moment où l'écriture a été transformée. Parce qu'on a les écritures anciennes, les hiéroglyphes, l'écriture chinoise, qui sont presque des dessins, des dessins de la réalité. Puis peu à peu, on a eu l'invention, il y a eu l'écriture cunéiforme, puis l'alphabet, c'est vraiment la réduction mécaniste majeure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on veut décrire quelque chose, on doit donner un nom. Donc on construit un mot avec des lettres, puis après on l'absorbe dans notre tête, on redéconstruit tout ça.
Et donc, ça nous donne une relation mécaniste avec la nature, donc très réductrice. Alors, Abraham, il a développé lui-même une communication, je dirais, holistique, et notamment avec des animaux, ce qui n'est pas humain. Mais moi, je pense qu'on peut le prolonger aux cailloux, aux montagnes, aux rivières. Et il s'est rendu compte que, il raconte une fois, il est dans son canoë sur l'océan, là, et il est tout d'un coup entouré d'une grande famille de morses. Et puis, il commence à avoir un peu peur. Et bon, je suis là au milieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et il essaie de communiquer avec eux, et puis ça ne marchait pas. Puis tout d'un coup, il s'est mis à faire des gestes comme ça. Et puis, il a vu que les morses faisaient la même chose. Et tout d'un coup, il s'est rendu compte que cette communication corporelle correspondait au langage des morses et qu'il a pu communiquer avec eux et se sortir de cette situation tout à fait agréablement. Donc c'est ça la communication avec le non-humain, c'est sortir de la réduction linguistique, la nôtre, bien pratique, et on parlait tout à l'heure de la méditation, d'entrer en contact d'une manière corporelle entière, ça peut être par la danse aussi, ou alors par l'intérieur. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à cette question. Absolument, merci beaucoup. Alors maintenant, je crois qu'il est temps de passer la parole à vous, le public. Si vous avez une question pour nos intervenants, eh bien, on va vous passer un micro et notre cher Joy va le passer et notre cher Miguel aussi. Merci. Moi, j'ai une question tout à fait terre-à-terre, mais qui me brasse bien en vous écoutant. J'habite au milieu des bois et je me chauffe qu'avec du bois. Alors, je me dis maintenant, eh ben, je vais avoir du mal à me chauffer. Il n'y a rien de tel que de se chauffer au bois comparativement à d'autres sources de chaleur, mais ce qui est important, c'est la sobriété, c'est de ne pas trop chauffer, pas trop consommer de bois, construire de manière à ne pas avoir besoin de trop chauffer, mais surtout, n'abandonnez pas le feu, n'oubliez pas ce qu'est un vrai foyer, c'est donc le centre de la maison. En fait, le feu, c'est le soleil restitué sous 3 formes de manière biocompatible. C'est interdit de regarder le soleil directement, on peut dire, dans les yeux, ça vous grille les yeux. Il y a des ultraviolets très violents contre le vivant, contre lesquels on est protégé par l'atmosphère terrestre. C'est plutôt dans le rouge que dans le blanc éblouissant, parfois un peu de bleu, et c'est surtout des infrarouges. Des infrarouges qui vous traversent, et puis ces infrarouges liés à la chaleur du soleil, qui est énorme, plusieurs millions de degrés, ça dépend où on la mesure. Le feu, c'est une chaleur extrêmement confortable, on peut être tout près, sans trop de danger, on peut tenir une allumette, une bûche, etc., qui brûle, et ça permet juste de fondre certains métaux, du plomb, du zinc, mais le fer, ça ne suffit pas. C'est une chaleur biocompatible grâce au fait qu'on peut s'approcher du feu. Et la lumière et la chaleur du feu ont été reconnues déjà dans le passé, au Moyen-Âge. Une très très grande mystique et femme très spirituelle, Hildegard de Bingen, savait attribuer à certains bois certaines vertus médicinales, thérapeutiques, lorsqu'on s'expose au feu du bois. Un feu d'ombre ne guérit pas la même chose qu'un feu de bouleau ou qu'un feu de chêne, de bois de chêne. Et la troisième chose que le feu restitue vraiment pour l'humain, parce que l'homme est le seul, c'est la seule différence entre l'humain et l'animal finalement au niveau physique, c'est le feu. Vous ne trouvez aucun animal qui utilise le feu, l'homme est le seul. Eh bien la troisième forme du soleil qui est restituée d'une manière très intéressante, c'est alors que le soleil fait un bruit énorme, les poètes le savent, et les scientifiques le savent aujourd'hui aussi,
puisque le Soleil correspond à l'explosion d'un milliard de bombes Hiroshima à la seconde, depuis des millions d'années, des milliards d'années. C'est la possibilité de s'imaginer le bruit du Soleil si on pouvait l'entendre. Voilà quel est le bruit du Soleil. Eh bien, le feu restitue quelque chose du bruit du Soleil, et il faut bien l'écouter. Chez le résineux, c'est assez facile, ça crépite parce qu'il y a des poches de résine. Chez le feuilleux, c'est un feu beaucoup plus calme. C'est comme un frottement, c'est comme un tissu qu'on frotte, de la soie. C'est un son soyeux, velouté. Et parfois, si vous mettez assez d'air pour faire brûler le feu, c'est le ronronnement du chat. Et aujourd'hui, on sait que le ronronnement du chat a des vertus thérapeutiques. C'est très bon pour la soudure osseuse. Et les premiers cosmonautes qui ont fait leur expérience pendant plusieurs semaines, les Russes, les Américains, sont redescendus en étant complètement affaiblis, perte de densité osseuse. Et de nouveau, les chercheurs russes sont quand même intéressants. Ils ont une autre fibre à la réalité, une autre liaison à la réalité, ont une idée géniale. Ils ont donné à leurs cosmonautes, dans leur capsule, des enregistrements de fréquences qui étaient très semblables au ronronnement du chat. Ils sont redescendus sans aucun problème osseux. Il faut y penser. Et le feu vous donne ces trois choses. La lumière du soleil, la chaleur du soleil et le son du soleil, mais très très bonne pour la santé. Puis moi, je rajouterais juste penser à la salade et en fait à tout ce qui est vivant, au don et à la gratitude. Donc les peuples premiers le font pour tout ce qui est vivant, feu compris. Donc quand vous avez votre bois qui vous arrive de chez votre bûcheron, ben, rien ne vous empêche de faire des petits rituels de remerciement de ce bois qui va vous chauffer et que Terre-Mère vous a donné et qu'il a donné sa vie pour vous chauffer. Et là, bah, si vous avez les études, le bois ne sera pas en souffrance puisqu'il va s'offrir à vous. Alors, je fais partie des personnes ici qui ont suivi l'histoire du cèdre centenaire de la Servette, qui avons amené une pétition au conseil municipal et faisons une démarche qui va peut-être aller plus loin. Alors, c'est vrai que quand je vous entends au niveau des connaissances scientifiques, de ces dimensions, de ces 5 dimensions, est-ce que vous avez la sensation qu'elles percolent au niveau des services étatiques, comme notamment l'OCAN, qui semble avoir des critères d'abattage des arbres qui sont un peu étonnants, de ce que j'ai pu entendre, mais c'est peut-être des oui-dire. Porter un jugement particulier, mais c'est vrai que même dans ces offices-là, on a quand même beaucoup d'approches, je dirais, technocrates, hein, on applique les règlements, etc. Mais je vais quand même vous dire une petite lueur d'espoir. Le chef des forêts du canton, Patrick Fouvi. Alors moi, je ne connaissais pas vraiment bien, je fais partie de la commission de la biodiversité, etc. Puis un jour, on décide qu'on allait se revoir, samedi matin. Puis il m'a emmené dans la réserve forestière des Grands Bois de Satigny. Et alors là, j'ai vu un homme qui s'illuminait. J'avais pratiquement jamais entendu un bûcheron, quoi, quelqu'un qui est quand même forestier de base, je dirais, s'émerveiller autant de toute cette diversité, des troncs qui étaient par terre, de toute la vie qui était là, la vie naturelle, qui n'avait rien à voir avec les forêts alignées que certains forestiers d'autrefois faisaient. Alors ça m'a quand même donné de l'espoir que ce monsieur puisse percoler, comme vous dites très bien, auprès de ses collègues. Merci Philippe. On va prendre encore 2 questions et après nous avons une soupe qui nous attend. Alors, est-ce que la cuisinière fonctionne? Oui. La haute, on a eu de la peine, mais finalement elle s'est allumée. Alors, mademoiselle.
Du coup, je travaille dans la forêt avec des enfants, dans les bois du Jura, et il y a beaucoup de coupes. Et puis, j'arrive plus à dire aux enfants, ah, mais c'est parce que c'est pour laisser la lumière au bébé, parce que j'ai l'impression que c'est pas vrai dans ce que j'ai lu dans vos livres, Ernst. Et puis, du coup, ben, je sais pas trop quoi leur dire, et voilà. Oui, je pense que des choses avec lesquelles tous les forestiers ne sont pas d'accord aujourd'hui. Il y a des forêts qui sont vraiment, parfois même massacrées, parce qu'on donne la priorité à la machine. Et il faut rentabiliser ces machines, donc on y va beaucoup trop fort et ça nous fait des problèmes aussi. On est tout un groupe de forestiers qui ont appris leur métier, qui ont fait leur formation et qui ont fait propager la sylviculture en couvert continu, proche de la nature, respectueuse des lois de la nature. Et on le comprend maintenant pour l'Amazonie aussi, c'est que ces forêts veulent rester fermées. Et une coupe d'éclaircie, c'est vraiment pour faire pénétrer la lumière, mais pas la machine. Avant tout, c'est avant tout la lumière. Et aujourd'hui, certains ont un régime d'exploitation extrêmement rigide. C'est tous les 20 mètres, une piste de 4 mètres de large pour permettre à ces machines d'entrer facilement. Ça veut dire tous les 20 mètres, vous avez 5 pistes par 100 mètres. Vous avez pratiquement quelque chose comme 10 ou 20% du territoire forestier qui est sacrifié à la machine. Et ça provoque des ouvertures. Et ces machines sont très grosses, sont très lourdes, et ça remue le sol. Les sols ne sont plus gelés comme autrefois en hiver. On exploite maintenant presque n'importe quand. Et là, vous avez un chaos, une désolation, une dévastation qui suit ces interventions. Donc j'espère que ce n'est pas aussi intense que ça, mais il y a des endroits où c'est vraiment pas beau à voir. Et on est en train de réfléchir aussi en tant que forestier comment est-ce qu'on peut faire changer un peu les fonctionnement, parce que c'est même pas voulu par la loi forestière. La loi forestière veut une foresterie basée sur la régénération naturelle, avec toute une série de prescriptions qui sont uniques au monde. On a la plus belle loi forestière au monde, qu'on peut toujours recommander, mais maintenant on est un peu gêné d'avoir ce spectacle parfois qui ne correspond plus à ses intentions de départ. Alors, on va prendre encore une question. Louis, mesdames. Bon, bonsoir, merci pour votre intervention. Donc moi, je voulais aussi rebondir sur le vécu que je pratique actuellement. Je travaille comme médecin sur le canton de Genève et je m'intéresse beaucoup au concept de la santé planétaire et la santé humaine de manière indissociable. Et donc j'en parlais avec Ernst parce qu'on s'est déjà vu sur d'autres conférences. Et comment amener ce concept du One Health, donc une santé humaine, environnementale, indissociable, mais d'une manière durable et respectueuse de l'environnement. Et je me suis dit, voilà, parce que ce que vous avez dit ce soir, pour moi, c'est de véritables pépites, justement, sur ce chemin. Et de pouvoir avancer en faisant toujours plus reconnaître ce travail universitairement. Donc nous, sur Genève, on travaille beaucoup sur ce qui s'appelle les prescriptions vertes, avec l'Université de Genève. À Unisanté, c'est plus sur l'écotoxicité, la médecine actuelle qui est beaucoup trop polluante et énergivore. Et donc, voilà. Votre question. Ma question, c'est s'il y a des collaborations, des ponts, des passerelles qui pourraient se faire, parce que ce que vous décrivez ce soir, pour moi, ce sont des pépites sur ce chemin d'indivisibilité, d'arrêter de diviser l'homme de son environnement et comment on peut le soigner tout en soignant son environnement et inversement, comment soigner l'environnement et soigner l'humain. Et voilà, donc c'est une porte ouverte, une passerelle ouverte que j'ouvre. Oui, les choses bougent. Merci d'être ici. Merci d'avoir cette intention, d'avoir déjà ce parcours. C'est effectivement au niveau de la prise de conscience, et aujourd'hui on est constitué de cette manière, c'est que ce que pensent les universités est vraiment très important. Donc ce n'est pas les universités qui pensent, c'est
des gens qui travaillent dans les universités. Et autant ça va dans une direction qui est vraiment problématique lorsqu'on pense qu'il n'y a plus que la technologie pour résoudre les problèmes de la technologie, autant c'est important de se recentrer sur l'essentiel. Et là, il y a vraiment des choses qui bougent. Personnellement, je suis en contact avec des gens du département de Gironde, côté Bordeaux, qui sont en train d'introduire, à l'image des Japonais, qui ont déjà cette pratique de la forêt santé, les Shinrin-yoku. Donc, c'est des gens qui vont en forêt spontanément sous contrôle médical. On peut y aller de toute façon, sans médecin qui vous contrôle, mais ça vous renforce dans la certitude que ça vous fait du bien, parce qu'on vous montre quels sont vos profils sanguins avant. Et après 2 heures de forêt, vous êtes complètement transformé, même au niveau de la physiologie. Donc c'est ce qui est en train de se mettre en place en France, et il y a d'autres pays qui sont en train de bouger aussi, pas très loin d'ici aussi. Donc ça bouge. Pour rebondir, peut-être vous pourrez regarder un documentaire qui a déjà quelques années qui s'appelle Natura de Pascal Derme. Je sais qu'on a des amis ici qui la connaissent bien aussi, et qui, voilà, justement, mis en lumière l'importance de la nature sur la santé de l'être humain. Et vous aurez les bains de nature, évidemment, mais pas que. Et il y a aussi eu des expériences, des tests, où quand vous avez des hôpitaux qui sont en pleine nature, avec vue sur la nature, où les patients vont pouvoir descendre dans le jardin, toucher les arbres, etc., eh bien, leur taux de guérison est beaucoup plus rapide, cicatrisation raccourcie, s'il y a des antidépresseurs, on diminue les doses, etc., etc. Donc le lien n'est plus à prouver, enfin si, il est encore à prouver pour certains, mais en tout cas il est avéré. Donc je vous conseille véritablement ce documentaire. Le film, oui, c'est un film. Tu disais ? Oui, il y a le livre et le film qui est passé sur Planeta, ou sur pas mal de radios. Et puis moi je reviens toujours au peuple premier. Notre lien à la nature est et indivisible. Et se couper de la nature, la détruire et tuer notre biodiversité, c'est juste nous mettre en très 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 grand danger au niveau santé, parce que chaque espèce, en fait, que ce soit arbre, fleurs, racines, etc., a des propriétés qui sont absolument uniques pour nous et qui coévoluent. Donc, un virus, eh bien, nous avons dans la nature le pendant pour pouvoir nous soigner. Sauf que si la nature se réduit à peau de chagrin, les virus continuent bien gentiment, donc nous nous coupons de la plus grande pharmacopée du monde. Et ça, les peuples premiers le savent très bien. Ils ont cette capacité, grâce à leurs rites et à leurs plantes chamaniques, d'être en communication avec l'ensemble des principes actifs. Et quand ils se promènent dans la forêt, eh ben, ils savent que ça fait ça, ça fait ça, mais ils ne l'ont pas appris dans des livres. Il y a un peu de tradition orale, de chaman en chaman, mais il y a surtout une communication régulière, extrasensorielle, avec le vivant, qui lui dit, bah, tiens, toi tu vas me prendre ça, et ça va te soigner, ça et ça. C'est la façon dont le chaman travaille. Donc, voilà, c'est encore un appel à garder notre biodiversité, parce que le jour où on l'a déjà perdu quand même, mais il y a urgence d'arrêter cette hémorragie de biodiversité parce que c'est notre plus grand patrimoine de protection de santé. Voilà, ça c'est un beau mot de conclusion, je trouve. Et moi je dirais que oui, il faut protéger les arbres sur pied, les forêts que nous avons encore sur notre belle planète Terre, mais il faut aussi planter des arbres, et ça nous en sommes bien conscients. Et je voulais vous parler d'un programme, d'un projet qui est soutenu par la Fondation Planeta. C'est une association qui est basée en Suisse mais qui est active au Kenya. C'est un projet helvético-kényan. Et là, ils plantent déjà depuis 2017 des arbres d'une quarantaine de variétés différentes. Et ils ont déjà planté près de 500 000 arbres depuis 2017.
Et ils veulent en planter encore un demi-million en 2024 pour arriver au million à la fin de l'année prochaine. Et vous trouverez des informations sur ce projet sur le site internet de la Fondation Planeta.org. Et il y a aussi le site de cette association qui s'appelle MAUA. Je vous l'aurais présenté en plus de détails si on avait eu les images à l'écran, mais vous pouvez aller aussi sur le site emaua.ch. C'est EMAUA.ch. Et puis une dernière chose, c'est qu'il y a un film extraordinaire qui vient d'être produit par la chaîne Arte, qui s'appelle Les Gardiens de la Forêt. Et ce sont 5 gardiens de la forêt qui parlent de la situation dans leur forêt, que ce soit en Amazonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ailleurs. Donc ça, je vous conseille vivement d'aller le voir si vous pouvez. Voilà, je propose que nous applaudissions nos 3 intervenants.